Si vous avez suivi la politique en France ces derniers temps, vous êtes probablement au courant qu'il y a un mouvement social phénoménal. Des millions de grévistes et manifestantes se battent contre la réforme des retraites. Et si vous y participez un tout petit peu, vous avez dû voir que quand on commence à parler de retraite, on en vient vite à parler de conditions de travail, de salaire, d'inflation, c'est-à-dire de comment les supérieurs contrôlent notre travail, comment les employeurs nous concèdent une partie de la valeur ajoutée, comment les actionnaires du CAC 40 font flamber les prix de l'énergie, des loyers, des produits des supermarchés. En bref, quand on s'assemble entre collègues pour parler de retraite, on en vient vite à parler de la guerre que nous mènent les bourgeois, même si on ne le formule pas assez comme ça. Alors pour vous aider à y voir clair et vous faire gagner du temps, on vous a fait une petite vidéo qui remet la lutte actuelle dans son contexte historique, qui explique pourquoi seul l'âge légal est légitime comme condition de départ en retraite, certainement pas les annuités de cotisation, et qui s'ouvre sur les autres luttes du moment. On va parler de l'enjeu communiste de la lutte pour nos retraites, de comment se coordonner pour pouvoir gagner, et ça se passe dans le 4e épisode d'Espoir commun. Enfoiré, faut bien les dissuader, c'est comme ça qu'on négocie. Les boss licenciés, séquestrés dans les usines. Donc, en tant que féministe, je viens ici pour vous dire, il n'y a pas d'alternative à la grève. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas juste contre leur monde de merde, on est déjà en train d'en inventer un autre, en fait. Et que c'est un rapport de force, la grève. Et que si on remporte cette grève, oui, en fait, ce qu'on va faire, c'est gagner sur la question des retraites. On va imprimer un rapport de force, en fait, avec ce monologue de la bourgeoisie. En fait, on va imposer notre voix. Et en fait, on va ouvrir la brèche, comme l'ont dit les camarades, parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est renverser le capitalisme, et on a plein d'idées pour ce que pourrait être un monde post-capitaliste, c'est-à-dire communiste. Et une retraite à 3000 francs, et comme remerciement, la gratitude du gouvernement. J'avoue tout ça me dépasse. Le système de retraite en France est en très grande majorité un système par répartition. Les tentatives de la bourgeoisie d'imposer un système par capitalisation vont se révéler être des échecs fracassants. Pour qu'un système par capitalisation fonctionne, il faut que le rendement des sommes placées devienne suffisant, et ça prend du temps, au minimum une trentaine d'années. Et les travailleurs ne peuvent pas attendre. En 1910, une loi rend obligatoire une cotisation retraite par capitalisation, mais vu l'espérance de vie des ouvriers, cette loi les condamnait à cotiser à des pensions qu'ils ne toucheraient pas. La CGT combat ce qu'elle nomme la retraite des morts. La loi des assurances sociales de 1930 tente de mettre en place un régime plus durable, en étendant largement son périmètre. Mais seulement 11 ans plus tard, le régime de Vichy se retrouve confronté à une pauvreté de masse des personnes âgées, car les prestations des comptes épargne retraite sont très insuffisantes. Il gèle ces comptes et convertit les cotisations qui les alimentaient en prestations. La capitalisation a échoué. La lutte des classes se jouera au sein même du système par répartition. D'ailleurs, la France n'est pas vraiment une exception. Dans les pays d'Europe de l'Ouest, la part de capitalisation dans les retraites, c'est autour de 10%. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la sécurité sociale est faite d'une multitude de caisses avec des champs de compétences variés, entreprises, bassins, branches, interpro et des taux de cotisation disparates. Elles sont majoritairement sous l'influence de l'État ou des patrons, mais aussi en partie sous celle des syndicats. Les communistes et cégétistes créent alors un régime unifié en 1946, géré par les travailleurs avec un taux de cotisation interprofessionnel unique, qui pose donc le monde du travail comme un tout unifié face au monde du capital. La pension est posée comme la poursuite du salaire, ne tenant aucun compte des cotisations versées. Les retraités ont droit à du salaire, ce sont des travailleurs. Le patronat répond dès 1947 avec l'AGIRC en lançant pour les cadres du privé des régimes complémentaires qui posent les retraités comme des ayants droit aux différés de cotisation. En 1961, ces complémentaires sont généralisés pour tous les salariés du privé avec l'ARCO. En parallèle de cet affrontement, les femmes, qui étaient alors naturellement posées comme exclues du travail, s'organisent au sein du mouvement féministe et rendent illégitime l'invocation du genre pour les discriminations à l'emploi. Elles conquièrent des droits économiques. Cette discrimination est toujours structurante de nos jours, mais elle ne peut plus être invoquée comme justifiant une politique publique. La bourgeoisie capitaliste se retrouve avec un trop-plein de travailleuses et de travailleurs unis, opposés à elle. Elle doit à nouveau diviser le monde du travail. Elle invente alors, à partir des années 80, deux catégories de personnes qu'elle décrète utiles mais non productives, les jeunes et les vieux. Avant le plan Barre de 1977, il n'y a pas de catégorie de jeunes. L'âge ne comptait pas pour calculer le salaire d'embauche. Désormais, les jeunes seront exclus du droit au travail et condamnés à l'insertion, au stage, au service civique et aux autres travaux gratuits ou presque. En miroir, les vieux, exclus du travail par les employeurs, sont de plus en plus incités à faire des activités, du bénévolat. Et poursuivant cette logique, des macronistes proposent d'entériner cette exclusion du salaire et de la vie économique des plus de 60 ans qui ont été cassés par leur métier. En les laissant partir à la retraite ? Non, bien sûr. En les forçant à faire des services civiques ou autres infra-emplois comme les jeunes. Mais la contre-révolution commence vraiment en 1986, quand Séguin, ministre des Affaires sociales et de l'Emploi, indexe les pensions du secteur privé sur les prix et non sur les salaires. Ça a plusieurs conséquences. Les pensions déjà liquidées décrochent, le taux de remplacement du dernier salaire chute. Par la suite, la réforme de Simone Veil et Édouard Balladur de 1993, qui faisait passer la référence
du calcul de la pension de retraite et des 10 meilleures aux 25 meilleures années pour les salariés du privé, a aussi eu une incidence désastreuse pour le monde du travail et sans conflit majeur. On peut donner une explication au fait que ces changements soient passés sans conflit social. On avait accepté, philosophiquement, la vision des retraites capitalistes. En 2003, l'accord du dirigeant de la CFDT François Chérec avec François Fillon étend l'indexation des pensions de retraite sur les prix de 86 à la fonction publique. Plus récemment, la bourgeoisie a étendu son emprise sur nos vies avec les réformes Fillon 2010 et Touraine 2014 en reculant l'âge de départ à la retraite et en allongeant la durée de cotisation. On le voit, l'affrontement historique autour des retraites, c'est celle entre deux conceptions. Le salaire continué d'un côté, le différé de cotisation de l'autre. Avec le salaire continué, on reconnaît que nous sommes les seuls à produire et que nous sommes seuls légitimes à diriger l'économie. Les pensions sont calculées sans aucune référence aux cotisations versées. Elles reposent sur la combinaison d'un salaire de référence, 6 derniers mois dans le public, 10 puis 25 meilleures années dans le privé, et malheureusement d'une durée de carrière. D'ailleurs, on peut voir les pensions supérieures au SMIC de 9 des 17 millions de retraités comme les prémices d'un salaire à vie garanti, quelle que soit notre activité. On vous laisse regarder notre précédente vidéo expliquant ça en détail. Le différé de cotisation, en revanche, c'est la vision selon laquelle les retraités sont des individus inutiles, car ils ne sont pas dans l'emploi. Inutiles du point de vue de ceux qui contrôlent et exploitent les employés, à savoir les capitalistes. Ils concèdent alors des droits à survivre à la mesure de la carrière passée, afin d'inciter tout le monde à se conformer à leurs règles dans une logique d'assurance. C'est le fameux « je cotise donc j'ai droit ». Si ça nous est si difficile de refuser cette vision du monde, c'est qu'on n'a pas assez d'alternatives. La classe bourgeoise valide comme étant du travail ce qui lui rapporte de l'argent. Peu importe les méfaits sociaux, les dérèglements climatiques, toi-même tu sais. Mais nous, on manque d'exemples de ce à quoi ça ressemblerait des activités économiques qui seraient validées par des assemblées citoyennes et non par les besoins capitalistes. Et quand on en a, on en perd la mémoire. Fuck les 35 heures. On veut la retraite à 35 ans. Holla. La réforme Macron-Borne, comme nombre des précédentes, vise à augmenter le nombre d'années de vie des travailleurs asservis au capital. On dit généralement, pour résumer, que c'est un report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Pourtant, même sans la réforme, nombreuses sont celles et ceux qui, pour une retraite à taux plein, devront se maintenir dans l'emploi bien après 64 ans. Faites une simulation, vous risquez d'être choqués. Ce qui intéresse le capital, c'est donc bien le nombre d'années que nous lui devons, les fameuses annuités, et non notre âge de départ à la retraite. Et pourtant, seul l'âge légal de départ à la retraite est légitime. C'est une mesure universelle, qui n'a rien à voir avec le mérite, et qui est donc égalitaire. Aussi égalitaire que l'accès au remboursement des médicaments. Une personne de 22 ans qui travaille depuis 6 mois a droit au même remboursement qu'une personne de 60. Et encore heureux. Ça paraît évident pour le soin, mais ça paraît beaucoup moins évident pour les retraites, ou même pour les droits au chômage, car on est empêtré idéologiquement dans une vision bourgeoise qui nous fait nous opposer les uns aux autres entre méritants et non méritants. Le droit au salaire doit être un droit politique, comme le droit de vote. Il ne faut pas qu'on réfléchisse comme des capitalistes. Ne pas être en emploi, c'est déjà une pénalité. Salaire plus faible, chômage plus faible, difficulté d'accès au logement, sentiment d'exclusion. Pour faire passer la pilule, les faux opposants ou le gouvernement nous proposent des compensations à l'injustice des annuités. Ils parlent de retraite minimum, ils nous assurent que les études seront prises en compte, et puis ils trient ce qui vaut annuité. Par exemple, le service militaire, ça oui. Les congés parentaux, allez, passe encore, un peu d'annuité. Évidemment, le chômage ne donne droit à aucune annuité. En revanche, si vous arrivez en tant que réfugié, et que vous commencez tardivement à valider des annuités, le carcan capitaliste s'abattra sur vous, et votre retraite sera dérisoire. J'y ai pensé en entendant en AG une aide à domicile immigrée témoigner de ce qu'elle allait toucher, et parler de ses horaires hachés, et de la difficulté qu'elle avait à soigner les personnes âgées comme elle le voudrait. Ne pas réfléchir comme un capitaliste, c'est aussi comprendre que personne ne cotise à proprement parler. Le fameux « je cotise donc j'ai droit » est en réalité une arnaque dès le départ. À la création de notre système de retraite, dans l'après-guerre, on verse immédiatement des pensions à des retraités, qui n'ont pas cotisé puisque les régimes n'existaient pas avant. C'est même le cas pour le régime par points des cadres, l'AGIRC. Toutes les années précédentes sont gratuitement validées en termes de points. Par la suite, à partir des années 70, une déconnexion s'opère entre les points accumulés et les prestations qu'ils sont censés ouvrir. Les points rapportent moins que ce qu'ils sont censés donner. On passe carrément à du « j'ai cotisé, mais je n'ai pas droit ». Le gouvernement le répète à l'envi. Votre régime de retraite par répartition sera sauvé. C'est faire comme si l'enjeu de la réforme des retraites était dans la répartition contre la capitalisation. Pourtant, lorsque je cotise à un programme privé de pension de retraite, je ne mets pas de côté pour plus tard. Ce que je récupérerai à la retraite n'est pas ce que j'ai mis de côté aujourd'hui, c'est ce qui sera disponible au moment de ma retraite. Les cotisations, quelles qu'elles soient, sont prises à un instant T pour payer les retraites à ce même instant T. Elles sont un flux, jamais un stock.
La raison de tous ces paradoxes, c'est que les cotisations n'appartiennent à personne avant d'être récupérées dans les entreprises marchandes et les établissements publics, et qu'elles appartiennent à tout le monde une fois socialisées. Elles viennent reconnaître la valeur produite par les soignants, les retraités, chômeurs, parents. C'est pour ça qu'il est impropre de dire « je cotise », car les cotisations ne sont pas un prélèvement sur la valeur que j'ai produite. Elles sont seulement un transfert de monnaie qui vient valider la valeur de certaines productions non capitalistes. Mais vu qu'on est un système capitaliste, cet argent n'apparaît que dans la sphère marchande qui est seule réputée productrice. Nous devons donc aller récupérer dans cette sphère toute la valeur créée hors de l'emploi capitaliste. Parcours et tu prendras du ferme, tu taffes pour des bourses que tu rembourses à chaque achat que tu fais, accroché à la 16, y a pas d'avenir donc t'es Toute la colère des milliers de femmes, des personnes LGBTI qui ont manifesté ces dernières années contre les violences faites aux femmes, contre les attaques faites au droit à l'avortement, si toute cette colère-là vient se joindre à la bataille, s'exprimer dans cette bataille contre la réforme des retraites, on pourra gagner plus que le simple retrait de la réforme. Il y a un conseiller de Macron qui a demandé aux syndicats d'éviter le blocage du pays. Et du coup, je pense que ce soir, nous, on peut leur répondre au gouvernement qu'on va faire précisément ce dont il a peur, qu'on va lui montrer que celles qui sont les premières touchées par la casse des services publics en tant que travailleuses et en tant qu'usagères, que celles qui sont les premières touchées par l'inflation, par les attaques du gouvernement, ce seront précisément celles qui seront en première ligne pour bloquer le pays. La logique d'imposer 2 annuités supplémentaires est claire. Il faut nous obliger à être soumis le plus possible au marché de l'emploi contrôlé par la bourgeoisie. On rappelle que 48% des plus de 60 ans ne sont déjà plus en emploi. C'est la même logique en jeu dans le projet de loi sur l'immigration, actuellement discuté. Cette loi crée des titres de séjour dits métiers en tension, c'est-à-dire que les travailleurs étrangers verront leur droit de vivre en France révoqué par l'État dès que les employeurs, du BTP, de la restauration notamment, ne les jugeront plus utiles. C'est encore la même logique qui sous-tend la réforme de l'assurance chômage, qui réduit d'un tiers la durée d'indemnisation de 24 à 18 mois. Il ne doit pas y avoir de survie possible hors de l'emploi contrôlé par la bourgeoisie. Le contrôle sur nos vies par le CAC 40 et ses copains est aussi apparent lorsque les prix flambent et que le budget de l'armement explose. Macron a annoncé un plan de 400 milliards d'euros sur les prochaines années. Les armes ont vocation à être utilisées, et ce seront les travailleurs qui devront aller au charnier. Mais cela ne fait pas scier le gouvernement, pas plus que le réchauffement climatique, puisque le ministre de la Transition écologique dit se préparer à un réchauffement de 4 degrés. La bataille des retraites, en réunissant toutes les travailleuses, ouvre une brèche pour contrer ce programme capitaliste et lutter pour un monde communiste. Elle doit se combiner à des revendications immédiates, locales, qui en se coordonnant déboucheront sur un changement de l'avenir sombre que je viens de décrire. Le mouvement lycéen monte. D'ores et déjà, le gouvernement a ajourné la généralisation de l'infâme service national universel, une sorte de retour déguisé du service militaire, de peur de mettre de l'huile sur le feu. Les âgés progressent aussi dans les facs. On propose de nous inspirer du mouvement des étudiantes québécoises pour revendiquer un salaire étudiant, car étudier, c'est travailler. Les grèves pour les salaires, relancées depuis 1 an, peuvent tirer profit du contexte du mouvement social. Dans une usine automobile d'Aulnay-sous-Bois, la CGT a annoncé des hausses de salaire de 130 € à l'issue de 3 jours de grève. La grève du 7 mars est l'occasion de rallier des collègues distants du mouvement social en étant visibles sur son lieu de travail par des piquets de grève, par des déambulations, des animations dans les facs. La population est extrêmement réceptive au tractage de rue sur la réforme. Les délégations de personnes mobilisées qui vont dans les boîtes proches d'elles, dans les hôpitaux, les commerces à proximité, sont très bien reçues. Beaucoup découvrent alors leur droit de grève. La manifestation du 8 mars, pour la Journée internationale du droit des femmes, promet d'être historique. Tout cela nous donne de l'espoir. C'est l'espoir commun qu'on essaie de vous partager. Alors encore une fois, force à vous toutes et vous tous qui êtes en lutte. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager autour de vous. C'est très important, ça nous aide beaucoup à faire connaître la chaîne, et on est également preneur de vos retours et critiques en commentaire. L'épisode 2 de notre série sur la police arrive, pas d'inquiétude, le script est quasi fini, on a juste priorisé le direct avec ces 2 vidéos retraite. Restez connectés, on revient très vite. Il y a 100 ans, comme un commune, comme un espoir mis en chantier, il se levait pour la commune.